C'est parti, on peut commencer notre première table ronde, donc qui va être consacrée à la crise énergétique. Je suis Marine de Guglielmo-Weber, chercheuse de l'IRIS au sein du programme Climat, Énergie et Sécurité. Et donc, je vais avoir le plaisir de modérer cette table ronde. Donc, on aura l'occasion, au cours de ces échanges, de revenir sur cette crise énergétique qui a accompagné l'invasion russe du territoire ukrainien. On pourra revoir un peu plus en détail comment cette crise a affecté durablement la géopolitique de l'énergie. On pourra entrer dans le détail de la stratégie russe d'exportation de ressources énergétiques, mais aussi explorer des concepts comme celui de sécurité énergétique, celui d'indépendance énergétique. Donc, sans plus attendre, je vous propose de commencer. On aura la chance pour explorer ces enjeux d'avoir 3 intervenants et intervenantes. D'abord, Annabelle Livet, merci beaucoup pour votre présence. Vous êtes chercheuse à la Fondation pour la recherche stratégique, la FRS. Vous travaillez sur les questions de sécurité énergétique avec un prisme Union européenne et Allemagne. Vous préparez une thèse sur les divergences de perception de la sécurité énergétique en Europe et les implications de ces divergences pour l'Union européenne et l'OTAN. Une thèse que vous préparez à Paris 1. Noémie Robière, docteur en géopolitique. Vous avez fait votre thèse sur la sécurité énergétique et la position géostratégique de la Turquie dans le transport d'hydrocarbures. Vous avez travaillé au ministère des Armées et vous êtes spécialiste des enjeux énergétiques dans le secteur de la défense. Puis enfin, nous aurons l'intervention de Teva Meyer, qui est également docteur en géopolitique. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Haute-Alsace et chercheur associé à l'IRIS. Et puis, vous êtes également l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule Géopolitique du nucléaire, qui est sorti cette année aux éditions du Cavalier Bleu. Je vous propose pour commencer ces échanges de commencer avec vous, Annabelle Livet, pour revenir un petit peu aux origines de cette affaire, aux origines de cette reconfiguration de la géopolitique de l'énergie suite à cette invasion russe du territoire ukrainien. Est-ce que vous pourriez peut-être commencer par nous expliquer à quoi renvoie précisément le concept de sécurité énergétique et dans quelle mesure ce concept de sécurité énergétique a été mis à mal en Union européenne à la suite de cette invasion? Alors, merci beaucoup Marine et puis, tout d'abord, je me permets également de remercier, et la ville de Dijon pour organiser cet événement et puis également l'IRIS, pour cette chaleureuse invitation. Alors oui, effectivement, pour parler de sécurité énergétique, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a, on va dire, encore, peut-être 3 ans, c'était pas un sujet qui était, très très sexy, on va dire. On n'en parlait pas beaucoup et là, d'un coup, c'est vrai que ça explose et en fait, ce qui est intéressant dans ce concept-là, c'est que tout le monde en parle, mais finalement, il n'y a aucune définition commune. Si ce n'est que peut-être la base, c'est que, bien sûr, pour toutes les sociétés, enfin, l'énergie, c'est un peu le nerf, d'une société, c'est-à-dire que sans énergie, on va pas très loin et donc par conséquent, il est absolument primordial de garantir l'approvisionnement en énergie et pour ça, il faut garantir un approvisionnement suffisant et constant. Donc sur cette base, on va dire, on peut être à peu près, d'accord. Après, reste à savoir comment est-ce qu'on perçoit ces risques, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet de sécuriser, en fait, l'énergie? Donc pour certains pays, ça va être, justement le changement climatique et l'impact que ça a pour les infrastructures. Ça peut être, également les aspects géopolitiques. On en parle beaucoup, évidemment avec le conflit en Ukraine et puis même, israélo-palestinien. Et puis, ça peut être également des risques, autres de type, cyberattaque, par exemple, sur les réseaux, de plus en plus à mettre en perspective, en fait, avec la numérisation des réseaux. Donc tout ça, ce sont des sujets en fait, en soi qui sont assez complexes à mettre en œuvre et donc pour revenir au contexte géopolitique, c'est vrai qu'on peut dire que cette sécurité énergétique a été mise à mal, pour des raisons en fait, assez évidentes avec la Russie. Donc je le rappelle que, depuis le début de l'agression, de la Russie en Ukraine, en fait, l'Union européenne et notamment la Commission européenne avaient lancé un plan qui s'appelle le REPowerEU s'avère être en fait un embargo sur différents produits énergétiques. Donc, ils sont en fait essentiellement les hydrocarbures, donc le gaz, enfin gaz naturel, je précise, également le pétrole et puis le charbon.
Et ce dont on s'est aperçu, bien sûr, enfin, du moins au niveau européen, c'est qu'en fait, il y avait une dépendance à hauteur de près de 60% en fait, de nos importations énergétiques provenaient en fait de Russie. Alors quand je dis 60%, on y était près, c'était 55%, et c'est si on compte tous les pays de l'Union européenne. Après, ça dépend. Par exemple, en France, on était un peu moins dépendant. En Allemagne, c'était assez élevé. On était justement à peu près à ces seuils de 55%, toute énergie confondue. Et donc, là, les leçons finalement qu'on peut en tirer, ça a été une forme de naïveté pour un certain nombre de pays. Alors, c'est quand même assez différent quand on parle au niveau européen. Il faut toujours un peu séparer les uns les autres. Et en particulier, il y a eu un certain nombre de pays, et on peut notamment mentionner l'Allemagne, qui effectivement se rencontrent aujourd'hui que on ne peut pas obtenir la paix avec un pays uniquement par le commerce, et notamment par rapport à une interdépendance qui serait en fait déséquilibrée. C'est-à-dire que là, une importation à cette hauteur-là fait qu'on devient un pays vulnérable. Et donc la Russie a montré que c'était un levier de puissance. Et donc aujourd'hui, c'est une leçon qu'on apprend, qui est douloureuse, mais je pense que pour certains pays, c'est assez nécessaire malheureusement de passer par là. Très bien. Merci beaucoup pour ces premiers éléments. Je vais maintenant me tourner vers vous, Noémie, pour en savoir un peu plus sur les stratégies qui se sont mises en place à la suite de, de ce premier choc sur la sécurité énergétique européenne. Dans ce contexte, est-ce que le corridor sud-européen a permis à l'Union européenne de diversifier ses approvisionnements gaziers? Et puis, dans ce contexte-là, comment est-ce que la Russie cherche à se servir de ce corridor pour continuer à accéder au marché européen? Merci Marine, et merci à tous d'être là pour suivre cette table ronde. Alors je voudrais tout d'abord compléter les propos d'Annabelle sur ce plan européen pour répondre à la crise énergétique et notamment à la guerre russo-ukrainienne. Donc l'Union européenne a mis en place ce plan REPowerEU et s'est donné comme objectif d'arrêter totalement les importations d'hydrocarbures à horizon 2027. Comme l'a dit Annabelle, les importations, moi je vais parler essentiellement du gaz, parce que j'y viendrai par la suite, mais c'est plus compliqué de diversifier ces importations en gaz qu'en pétrole. L'objectif était donc de diminuer drastiquement les importations russes qui s'élevaient à, je vais vous donner quelques chiffres voilà, pour avoir des éléments concrets, 400 milliards de mètres cubes par an. La Russie représentait, on a pris les dates de 2021 à ce moment-là, 155 milliards de mètres cubes. Donc à horizon 2027, 2027 il aurait fallu arrêter complètement ces importations. Donc le grand enjeu qui fait partie du plan REPowerEU, c'est donc de diversifier massivement les importations, donc de diversifier les sources d'approvisionnement, mais aussi les routes et les moyens d'approvisionnement, donc notamment en passant par le gaz naturel liquéfié qui permet de s'approvisionner par la mer et donc par bateau. En 2023, les importations en provenance de Russie sont tombées à 25 milliards de mètres cubes. Donc, on voit qu'il y a eu plus de 70% de chute de ces importations. Elles ont été remplacées notamment par une augmentation des importations en provenance de Norvège, en provenance d'Algérie. Donc, c'est des grandes routes qui existent déjà et qui sont les pays exportateurs traditionnels de l'Union européenne, et également en provenance d'Azerbaïdjan, où il y a tout un corridor qui a été construit à partir des années 2000 et qui s'est consolidé dans la décennie 2010 et qui, elle, a permis d'augmenter un petit peu cette diversification. Et en 2023, l'Azerbaïdjan a réussi à exporter 11 milliards de mètres cubes de gaz, donc via ce corridor qu'on appelle le corridor gazier sud-européen, qui a été très promu, on va dire, d'un point de vue géopolitique, parce qu'il représentait une diversification à la fois des sources et à la fois des routes. C'est-à-dire qu'on pouvait contourner toute l'Europe de l'Est, contourner l'Ukraine et aller s'approvisionner dans des pays qui n'étaient pas moyen-orientaux et pas russes. Donc voilà, mais ces 11 milliards de mètres cubes représentent en fait un iota par rapport à la consommation globale de l'Union européenne.
Les autres moyens qu'elle a eu pour diversifier ses approvisionnements, c'est également donc le gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis, en provenance du Qatar, et également en provenance de Russie, qui a commencé à exporter, à augmenter ses exportations par bateau. Donc on est vraiment dans une situation géopolitique complexe où on a à la fois une baisse des importations par les réseaux de gazoducs qui sont ancrés sur des territoires, donc qui passent par l'Ukraine, par la Pologne, mais à côté de ça, une augmentation par les réseaux qui passent, par les voies maritimes. Voilà un petit peu pour ce point. La deuxième question est également très intéressante, c'est celle de comment est-ce que la Russie va utiliser ce corridor gazier sud-européen pour continuer à exporter son gaz par voie terrestre à travers la Turquie. Je voudrais revenir très rapidement sur la position qu'a la Turquie dans toute cette géopolitique énergétique. La Turquie a réussi depuis le début des années 2000 à se positionner comme un acteur incontournable et un véritable acteur géostratégique en matière de transport d'énergie. On voit qu'il y a beaucoup de pipelines, de gazoducs notamment, mais aussi des oléoducs qui convergent vers le territoire turc. Il y en a deux en provenance de Russie. On a le Blue Stream, qui est construit depuis 2003, qui traverse la mer Noire, et le Turk Stream, qui est qui est opérationnel depuis 2020 et qui arrive en Thrace, donc tout au nord de la Turquie, dans la partie européenne. Il y a également un pipeline qui arrive donc d'Azerbaïdjan qui permet de diversifier justement ses approvisionnements, celui dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a également un pipeline qui arrive d'Iran et un oléoduc qui arrive d'Irak, qui est actuellement non opérationnel, mais on voit qu'il y a de nombreux réseaux qui convergent vers la Turquie et qui en font un territoire stratégique. En 2023, la Turquie est devenue le premier pays importateur du gaz russe. Elle a importé 50 milliards de mètres cubes cette année et elle est donc devenue un pays extrêmement important pour les Russes pour exporter son gaz et pour également soutenir bien évidemment son économie, car l'économie russe repose énormément sur ses exportations d'hydrocarbures. La Turquie, avec ce maillage extrêmement dense de gazoducs et également toutes les interconnexions avec les pays européens, donc la Grèce et la Bulgarie, est en capacité d'exporter du gaz via ces pays européens et elle s'est positionnée pour être un hub énergétique, donc une plateforme d'échange gazière, ce que la Russie a soutenu, notamment à partir de 2022, en disant qu'elle soutenait donc la Turquie dans cet objectif de devenir un hub massif. Grâce à ça, la Russie va pouvoir exporter son gaz via la Turquie, on parle de blanchiment du gaz russe. En fait, l'idée, c'est de noyer les molécules de gaz russe dans l'ensemble du gaz qui transite en provenance de différents pays au sein de cette plateforme et de pouvoir être redispatché ensuite vers les pays européens. Donc voilà, il y a ce point très intéressant et ce positionnement géostratégique de la Turquie qui apparaît dans ce jeu. Merci beaucoup Noémie pour ces premiers éléments d'explication sur les ressources gazières. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a également parmi nous un spécialiste du nucléaire. Donc j'aimerais bien revenir un peu sur ce type d'énergie nucléaire et voir dans quelle mesure cette crise énergétique centrée autour de ces ressources pétro-gazières a occasionné un changement dans la manière dont on percevrait l'énergie nucléaire. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère qu'aujourd'hui, que face à ces chocs géopolitiques, l'énergie nucléaire serait considérée comme plus fiable? Et puis peut-être une deuxième question directement corrélée à cette première. Dans quelle mesure, s'il y a eu un changement de perception autour de cette énergie nucléaire, on aurait pu sentir également une mutation du marché de l'énergie nucléaire? Alors, merci beaucoup Marine, merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Alors pour répondre à ta première question, il y a plusieurs éléments qu'il faut qu'on débatte d'abord. Le premier, c'est qu'effectivement on parle beaucoup d'une renaissance du nucléaire. Il faut remettre ça en perspective. L'énergie nucléaire a toujours vécu dans des cycles. On a eu une renaissance au début des années 2000, on a eu une renaissance à la fin des années 2010, avant la catastrophe de Fukushima, et on a encore une renaissance aujourd'hui. Donc il faut d'abord prendre en perspective que des renaissances, on en a beaucoup connues dans l'industrie nucléaire, et qui ne se sont pas toujours traduites matériellement. Le deuxième point qui est important à garder en tête, c'est que derrière ces cycles médiatiques que l'on connaît bien en Europe autour du nucléaire, un certain nombre de pays n'ont jamais arrêté de parier sur le nucléaire. Et là, on voit plutôt une bascule vers l'Est. De nouveaux pays, je pense à la Turquie, je pense au Bangladesh, je pense à l'Égypte,
se sont lancés dans le nucléaire, et un autre pays, et on peut en parler aujourd'hui même, hein, ce sont les Émirats arabes unis, hein, puisque aujourd'hui, la centrale nucléaire de Baraka, la première centrale nucléaire du Golfe, a reçu l'autorisation d'exploitation pour le 4e réacteur. Donc la centrale est opérationnelle, ils vont pouvoir charger le 4e et dernier réacteur de la centrale, et ce sera la première centrale entièrement opérationnelle, terminée, des pays du Golfe. Donc on a un ensemble de pays qui finalement ont toujours continué à parier sur le nucléaire, quand d'autres, on pourra en discuter, ont plutôt fait le chemin inverse. Derrière cette question qui est posée sur le rôle de la guerre en Ukraine dans ce renouveau du nucléaire, il faut à nouveau aussi un peu prendre de distance, parce qu'en réalité, le renouveau d'intérêt pour le nucléaire, il précède la guerre en Ukraine. Certains dans la salle doivent s'en souvenir, hein, le discours d'Emmanuel Macron fait à Belfort, dans les usines de fabrication de pièces nucléaires. Il est avant l'invasion de l'Ukraine. On a une relance du nucléaire qui précède la guerre en Ukraine, qui en fait s'inscrit dans deux temporalités concomitantes. La première, c'est la crise des prix de l'énergie qui est avant la guerre ukrainienne. Et le deuxième point, c'est la montée en puissance médiatique de la question du climat. La puissance portée par les événements climatiques récurrents les 2 derniers étés a eu un effet sur la médiatisation du nucléaire comme solution pour la crise climatique. Donc ça précède quand même largement la guerre en Ukraine. Ensuite, autre point, troisième point qu'il faut garder en tête, c'est qu'il ne faudrait pas avoir un regard trop franco-centré et penser que le nucléaire est forcément perçu comme une chose qui est un outil pour la sécurité énergétique. La réalité, elle est que pour beaucoup de pays qui misent sur le nucléaire, derrière, il y a d'autres réalités, il y a d'autres enjeux. Par exemple, si on parle de certains pays européens, évidemment, il y a la question de la sécurité et de l'indépendance. Si la Pologne lance le nucléaire, se relance dans le nucléaire, c'est pour des questions évidemment d'indépendance et de sécurité vis-à-vis des importations de Russie, de gaz, de pétrole et de charbon. Mais pour d'autres, par exemple, revenons aux Émirats arabes unis. Pour les Émirats arabes unis, il n'est pas une question là de sécurité énergétique. Pour les Émirats, l'objectif, il est d'abord d'une modernisation du pays au travers un socle industriel qui ne serait pas que gazier ou pas que hydrocarbures, mais aller vers d'autres technologies qui lui permettent de se moderniser. Donc il y a un enjeu de modernisation, et c'est aussi l'enjeu qu'on voit en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui a un projet de construction de réacteurs nucléaires qui a un peu baissé. Au début, ils avaient prévu 16 réacteurs. Aujourd'hui, on voit plutôt 4-5 réacteurs. L'objectif, ce n'est pas une question de sécurité, c'est une question de modernisation de l'appareil industriel et d'essayer d'être moins dépendant économiquement de la partie pétrole ou de la partie gaz. Donc, c'est des enjeux qui ne sont pas sur la sécurité uniquement. L'autre point auquel il faudra faire attention, c'est qui sont les porteurs de ces projets. À nouveau, on a un regard assez franco-centré avec des porteurs nucléaires qui sont l'État. EDF, le CEA, des acteurs étatiques. Et il ne faut pas oublier qu'en fait, la France est, sans aucun préjugé, une anomalie statistique là-dessus. Dans le reste du monde, le nucléaire est une industrie qui est fortement privatisée. Si je regarde en Angleterre, si je regarde en Suède, si je regarde en Finlande, des pays qui ont relancé le nucléaire, ce sont des industriels privés qui sont derrière, des consommateurs d'énergie. Et pour eux, l'objectif, ce n'est pas tant un objectif de sécurité énergétique ou d'indépendance énergétique, mais il y a d'autres enjeux qui sont proprement industriels, qui sont derrière. Donc il faut faire extrêmement attention avec une volonté peut-être de calquer une perception géopolitique sur des enjeux qui ne le sont pas toujours. Ça, ce serait le premier propos que je pourrais avoir. Néanmoins, et pour aller sur la deuxième question, comment est-ce que tout ça change le marché? C'est quoi les grands changements qu'on a? Alors, pour qu'on soit tous d'accord, l'industrie nucléaire, si on veut en discuter d'un point de vue géopolitique, il faut la diviser. Il faut la diviser en 3 parties, pour aller très rapidement: l'extraction de l'uranium, la transformation de l'uranium en combustible et la partie réacteur. Sur la partie uranium, là, il faut bien le dire que depuis maintenant 2 ans, le périmètre mondial, le paysage global change complètement. Pourquoi? Parce que depuis la catastrophe de Fukushima, le marché de l'uranium s'était effondré. C'était totalement effondré, à des prix qui étaient tellement bas qu'on a fermé tellement de mines d'uranium qu'aujourd'hui, on produit dans le monde moins d'uranium qu'on en consomme. Le gap, il est le delta entre ce qu'on produit, ce qu'on extrait du sol et ce qu'on consomme, il est comblé par des sources secondaires. Donc, on a tellement fermé de mines d'uranium qu'aujourd'hui, il va falloir en réouvrir. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est concentré sur quelques pays où l'uranium était très peu cher.
Et là, vous le savez tous, il y en a un qui est principal, c'est le Kazakhstan, à peu près 45% de la production d'uranium mondiale, c'est l'Ouzbékistan, c'est la Namibie côté africain, mais on s'est retiré d'autres pays qui étaient beaucoup plus chers. Et puis là, on peut penser à un pays qui nous a intéressés il y a quelques semaines, le Niger. Le Niger était beaucoup, beaucoup plus cher que tous les autres pays, et particulièrement que l'Asie centrale. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que dû à cette relance, pour l'instant théorique du nucléaire, mais aussi dû à beaucoup d'acteurs spéculateurs dans ce marché, on a des prix de l'uranium qui ont grimpé très rapidement. Et donc, des nouveaux espaces qui étaient auparavant délaissés, je pense particulièrement à l'Afrique, reviennent. Prenons un cas d'exemple très très simple, Rosatom, donc l'acteur principal russe du nucléaire, enfin l'entreprise russe du nucléaire, qui avait lancé des projets de mines d'uranium au Zimbabwe au début des années, début 2015, a relancé son projet et espère ouvrir sa mine dès l'année prochaine. Donc des territoires qui avaient été largement délaissés, aujourd'hui reviennent dans l'intérêt parce que l'uranium redevient très rentable. On pourra parler aussi, si on a le temps, d'un autre effet sur l'uranium qui est intéressant, qui est lié au Kazakhstan, c'est que l'uranium qui est extrait au Kazakhstan, pour aller vers l'Europe ou pour aller vers les États-Unis, historiquement, il passe par la voie russe. Il traverse la Russie, il va jusqu'à Saint-Pétersbourg, il va sur des bateaux, il est envoyé. Là, on vit une vraie reconfiguration puisque l'uranium qui est parti du Kazakhstan depuis le début de cette année, depuis le début 2023, pour la moitié, il est passé par la route transcaspienne, qui passe par la Caspienne, il passe par l'Azerbaïdjan, il passe par la Géorgie, après il va jusqu'en Méditerranée, et puis il remonte la Méditerranée pour venir jusqu'en Europe. Ça, c'est une vraie reconfiguration géopolitique. L'autre enjeu sur la partie, donc ça c'est l'uranium, sur la partie combustible, la guerre en Ukraine, elle a permis quand même à beaucoup de pays de se rendre compte que l'industrie nucléaire était fondamentalement contrôlée pour la production des combustibles nucléaires par la Russie. La Russie est le premier acteur dans la partie d'enrichissement, de transformation de l'uranium et dans la partie d'assemblage des combustibles avant de les mettre dans un réacteur nucléaire. Et là, il y a beaucoup de pays qui sont réveillés avec une gueule de bois, et je pense particulièrement aux États-Unis. Les États-Unis, 33% de l'uranium qui est consommé dans les centrales nucléaires américaines est transformé, encore au moment où on parle, en Russie. Et aux États-Unis, depuis 1 an et demi, il y a une tentative de la part des sénateurs et de la part des représentants, la Chambre des représentants, de passer une loi qui permettrait de bloquer, voire de mettre une prohibition complète. Et pour le moment, ils ont beaucoup de mal à la passer, cette loi. Pourquoi ? Parce que l'uranium russe est peu cher. Le combustible nucléaire russe est peu cher et il est beaucoup moins cher que la partie qui serait faite en Europe ou qui serait faite aux États-Unis. Or, les opérateurs de centrales nucléaires en Russie, les opérateurs de centrales nucléaires aux États-Unis, eux, ils aiment bien avoir cet uranium peu cher russe parce qu'ils sont dans un marché de la production de l'électricité qui est terriblement concurrentiel. Et une simple augmentation du prix du combustible les mettrait en danger et pourrait obliger de fermer des centrales nucléaires. Donc il y a des grandes difficultés. On pourra parler de l'Europe. L'Europe qui est un cas quand même extrêmement intéressant, puisque si on parle souvent d'avoir une plateforme européenne d'achat du gaz, on peut-être se rappeler qu'on a une plateforme européenne d'achat des combustibles nucléaires. Puisqu'en réalité, avec le traité Euratom, si je suis un exploitant de centrale nucléaire en France, je suis EDF, c'est pas moi qui vais aller acheter mon combustible chez un producteur, par exemple Rosatom, c'est l'Union européenne qui signe le contrat pour moi, depuis le traité de 1957 d'Euratom. Sauf que depuis 1957, à peu près tous les pays européens ont essayé de diminuer la force légale de ce traité pour pouvoir eux-mêmes choisir leur stratégie. Mais on a une plateforme européenne et depuis 1994, il y a même une règle normalement tacite qui est que logiquement, un pays ne devrait pas avoir plus de 20% de sa consommation de combustible nucléaire qui provient d'anciens pays de l'URSS. On a un bon nombre de nos collaborateurs dans les pays d'Europe centrale qui sont quand même plus proches des 90 à 100%. On pourra penser à nos amis hongrois, par exemple. Donc ça, c'est un autre enjeu qui est devenu extrêmement important. Et on pourra en discuter, on voit des tentatives pour essayer de repasser ça. Puis dernier point, et puis après je m'arrêterai parce que je parle déjà beaucoup trop, la question des réacteurs nucléaires. Au moment où on parle, la totalité des réacteurs nucléaires qui sont en construction dans le monde, en dehors des pays de construction en eux-mêmes, ce sont des réacteurs qui sont vendus par la Russie. Il n'y a pas d'autres réacteurs nucléaires construits en dehors du pays du fabricant, si ce n'est des réacteurs qui sont fabriqués par Rosatom. Et là, on pourra en parler, la force principale de Rosatom, c'est sa capacité de financement. C'est-à-dire que quand Rosatom va vendre un réacteur nucléaire à la Turquie ou quand il va vendre un réacteur au Bangladesh, il fait ce que les Américains, les Français ne peuvent pas faire. Par exemple, pour le Bangladesh, c'est financer avec un prêt à hauteur de 88% le réacteur nucléaire, ce qui n'est pas possible pour un acteur français. Ou en Turquie, il va faire un système qu'on appelle, sans rentrer dans les détails, c'est un contrat particulier qu'on appelle le BOO, où en fait Rosatom fabrique la centrale nucléaire,
il l'exploite et elle lui appartient. Et il se rembourse sur le prix de l'électricité. Donc il la construit, il l'opère et elle lui appartient. Ça, pour le moment, cette stratégie qui est extrêmement attirante pour des pays qui sont des pays qui n'ont pas des moyens extrêmement élevés pour construire leur propre centrale nucléaire, c'est très, très, très attractif. Et à l'heure actuelle, aucun des acteurs tertiaires du nucléaire, hors Russie ou hors Chine, que ce soit la France, que ce soit la Corée du Sud, soit les États-Unis, ne peuvent rivaliser. Très bien, merci beaucoup Théva. Alors maintenant qu'on a pu bénéficier d'un petit état des lieux de la géopolitique de l'énergie, donc que ce soit l'énergie gazière comme l'énergie nucléaire à la suite de cette crise énergétique qui a frappé suite à l'invasion russe du territoire ukrainien, j'aimerais me tourner à nouveau vers vous, Annabelle, avec peut-être une question beaucoup trop vaste pour être traitée dans le temps imparti, mais je vous fais confiance pour être efficace. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui, est-ce que l'Union européenne aujourd'hui peut encore rêver à une forme d'indépendance énergétique? Merci beaucoup Marine. Oui, alors c'est vrai que cette question d'indépendance énergétique, c'est pareil. C'est vrai que quand on entend parler de cette géopolitique de l'énergie, on se dit bon c'est vrai que l'idéal, ce serait vraiment qu'on puisse produire la propre énergie qu'on consomme, hein. Je veux dire ça, je pense que c'est un peu le rêve qu'on peut se faire. La seule problème, c'est un problème d'ordre géographique, hein. Finalement, c'est aussi que le continent européen est assez pauvre en fait en ressources énergétiques. Alors il y a quand même des ressources en gaz qui existent, mais de moins en moins, parce que si on en a exploité depuis beaucoup plus longtemps que sur d'autres continents. Il y avait du charbon également, mais bon, aujourd'hui, c'est vrai que même si certains pays continuent à l'utiliser pour des raisons de sécurité énergétique, justement, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que du point de vue climatique, c'est pas une solution finalement. Donc, quand on regarde bien, ça, c'est vrai que c'est assez complexe. Et par contre, en ce sens, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit précédemment sur la notion de climat et notamment de transition énergétique. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit dans toutes ces bouleversements géopolitiques divers que si on regarde en termes d'investissement et en termes de résilience, qui a tenu relativement le cap, ce sont toutes les énergies renouvelables ou en tout cas énergies décarbonées. Donc, c'est-à-dire le nucléaire, c'est un petit peu particulier vu le contexte actuel, mais de manière générale, toutes les énergies décarbonées sont résilientes. Pourquoi? Parce qu'elles correspondent à une autre forme de chaîne d'approvisionnement énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus tellement sur, alors je schématise un peu, mais on n'est plus tellement sur une chaîne qui partirait en fait d'une extraction d'un sol, c'est-à-dire d'une ressource, par exemple comme d'un champ gazier ou autre, qu'ensuite qu'on transporterait par des voies de transit, par différentes routes, et ensuite qu'on acheminerait donc jusqu'au point de consommation. Là, dans le cas justement d'énergie plutôt décarbonée, l'idée c'est qu'en fin de compte, l'énergie qu'on produit, elle est sur place, idéalement. Idéalement. Alors, j'omets quand même volontairement la dépendance aux métaux, enfin, ou du moins aux matières premières stratégiques qui seraient nécessaires à la construction, justement, que ce soit aux éoliennes ou, enfin, en tout cas, aux énergies renouvelables. Donc ça, je l'omets volontairement, mais c'est simplement pour montrer un peu ce schéma, de se dire qu'en tout cas, ce principe de produire et de consommer sur place, c'est quelque chose qui résonne de plus en plus. Après arrivent également des aspects un peu plus de réalité, on va dire, qui sont que, au vu de ce qu'on consomme aujourd'hui comme énergie, et en plus, justement, dans le cadre des efforts de décarbonation, on a des besoins, on cherche en fait à électrifier nos sociétés. Et pour électrifier, il faut augmenter encore plus ces capacités de production électrique qu'on a aujourd'hui. Et en moyenne, en fonction des pays, ça peut aller jusqu'à tripler en fait ces capacités. Et donc ça implique nécessairement que de toute façon, il y a un moment, on arrive à une sorte de plafond où en fait l'offre capacitaire de l'énergie qu'on veut produire n'arrivera pas en fait à subvenir aux besoins énergétiques sur place. Et donc ça induit obligatoirement, on va dire, une forme de dépendance en fait aux importations. Alors là encore, l'objectif c'est pas forcément de vivre en autarcie, c'est pas tellement ça le problème. Le problème c'est de savoir justement à quel point est-ce qu'on est vulnérable par rapport à telle ou telle dépendance. Et pour ça, justement, c'est ce qu'expliquait Noémie justement avant. C'est justement où est-ce qu'on peut s'approvisionner? Est-ce que ces ressources qu'on cherche, est-ce qu'elles sont disponibles auprès de plusieurs partenaires ou pas? Et en fin de compte, c'est cette diversité-là de partenariats possibles, et tout ça dans des mesures en fait ce qu'on pourrait appeler assez raisonnables, qui restent à un seuil, on va dire, relativement bas, qui font que là, oui,
on pourrait accéder à une indépendance énergétique, en quelque sorte, comme ce qu'on pourrait souhaiter. Encore une fois, c'est extrêmement ambitieux. Là, ce que je décris, c'est très théorique parce que ça implique beaucoup de choses, des politiques très fortes, très volontaristes, et également des efforts sur la demande. Et la demande énergétique, c'est vrai qu'en France, on en entend pas mal parler sous le terme de sobriété énergétique, etc. Et en fait, au-delà de ça, faut surtout raisonner en termes de disponibilité de l'énergie. C'est-à-dire qu'on raisonne aujourd'hui dans un monde où l'énergie, elle est disponible, elle est partout, et qu'en fait, on ne se pose même pas la question d'avoir de l'électricité. Et c'est pas le cas, déjà, c'est pas le cas partout dans le monde, ça faut le dire. Et qui plus est, c'est pas non plus, enfin, quand on commence à avoir des besoins en énergie qui augmentent, par exemple, ça peut être du fait de la numérisation, ça peut être du fait, comme je vous disais, de l'électrification, de tout un tas d'objets qui aujourd'hui reposent sur les énergies fossiles, eh bien, il y a un moment où effectivement se pose vraiment la question du levier, que le levier offre de la disponibilité de l'énergie. On peut essayer de pousser le curseur un peu au maximum, mais ça ne marchera pas sans le levier de la demande qui, en l'occurrence, devrait être un peu raisonné. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui est assez compliqué, je pense, parce que c'est très contre-intuitif. Même en termes économiques, c'est assez complexe, puisque l'une des premières lois économiques, c'est de dire que la croissance économique repose sur la disponibilité de l'énergie. Donc partant de ça, c'est vrai que je crois que ça repose des questions assez fondamentales sur nos modes de consommation. Voilà. Pour compléter encore une fois, merci pour cet état des lieux très indépendant sur cette notion d'indépendance. Je voudrais revenir justement sur cette question, en l'occurrence de terminologie qu'on utilise, d'indépendance et également de sécurité. La notion d'indépendance énergétique en elle-même, dans une économie mondialisée comme la nôtre, semble aujourd'hui complètement impossible, parce qu'en fait, quelle que soit l'énergie utilisée, qu'elle soit nucléaire ou renouvelable, et donc produite sur place et consommée sur place, l'ensemble des moyens qui vont permettre la construction des infrastructures ou des énergies elles-mêmes, et même des infrastructures électriques, hein, quand on pense aux grandes lignes électriques qui traversent nos territoires, le cuivre par exemple, tout cela n'est pas produit sur place, donc il faut nécessairement importer la quasi-totalité de ces matières premières, qui sont donc le sable, pour le ciment, le cuivre pour les lignes électriques. Si on parle d'énergie renouvelable, on va donc parler des panneaux solaires et des éoliennes. On va importer le silicium, qui n'est pas, en fait, on va pas seulement l'importer, on va pas importer la matière première, on va l'importer déjà transformé, parce qu'il va être produit dans une chaîne de valeur extrêmement complexe, qui va aller de l'extraction de la matière première, qui, soit dit en passant, utilise énormément d'énergie, souvent carbonée, et également d'eau, et qui va être produite par exemple en Afrique ou en Asie, qui va être exportée souvent par l'Asie, également par des pays d'Asie, notamment la Chine, vers la Chine ou des pays d'Asie pour la transformer, donc transformer cette matière première en métaux ou voilà, en produits transformés, qui sera ensuite transformé une nouvelle fois pour devenir un produit semi-fini et enfin importé en Europe. On a un très gros problème justement lié à cette indépendance, qui est liée à la désindustrialisation massive de nos pays européens et notamment de la France, qui a donc délocalisé une très très grande partie de son industrie, et qui ne permet plus d'être indépendant sur de très nombreux maillons de cette chaîne de valeur extrêmement complexe. Donc voilà, ça, je pense que c'est une notion qui est intéressante à avoir, parce que c'est, en fait, voilà, on parle beaucoup de sécurité énergétique et d'indépendance énergétique, mais d'un point de vue concret et très factuel en termes de consommation énergétique et de la complexité de ce secteur, ça n'a pas forcément de réalité. Voilà. Si je peux juste, parce que je pense que c'est terriblement important ce que vous venez de dire toutes les deux, parce qu'il faut qu'on soit d'accord tous ensemble. En fait, ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Et c'est même contre-productif de parler en termes d'indépendance énergétique. Ce qui compte, c'est la sécurité énergétique. La sécurité énergétique, c'est ça qui importe. C'est-à-dire qu'il faut être certain que quand je parle dans ce micro, ça fonctionne, parce que j'ai l'appareil électrique derrière qui le permet. Or, la sécurité énergétique, elle peut passer par une très forte dépendance. Tant que j'ai mes sources qui sont diversifiées, tant que mes sources d'approvisionnement sont très diversifiées, eh ben, je suis sécurisé. C'est le cas du nucléaire français.
Le nucléaire français, EDF, a fait un choix très particulier qui est d'avoir non pas une dépendance à une seule source d'approvisionnement en uranium, mais d'avoir un panel extraordinairement complet et extraordinairement complexe d'un point de vue contractuel d'approvisionnement. Et ça, à mon sens, c'est le débat qu'on doit avoir quand on discute géopolitique de l'énergie, c'est d'arrêter de parler de dépendance et d'indépendance énergétique, mais concrètement parler des modalités de la sécurité énergétique. Merci beaucoup à tous les trois pour ces éléments. Théva, vous disiez un petit peu plus tôt que pour ce qui est relevé du secteur de l'énergie, il n'y avait pas seulement des dynamiques géopolitiques, mais il y avait aussi des éléments technologiques, purement matériels et technologiques. Et donc, j'aimerais bien vous poser à tous les trois une dernière question avant de passer bien aux échanges avec le public. Dans quelle mesure, selon vous, il y aurait des perspectives d'évolution technologique dans le secteur de l'énergie et dans quelle mesure ces perspectives d'évolution pourraient éventuellement reconfigurer les rapports de force géopolitiques dans ce secteur et puis peut-être affecter la manière dont on perçoit ces deux concepts centraux dont vous nous avez parlé, donc le concept de sécurité et puis le concept d'indépendance. Je vous laisse peut-être prendre chacun et chacune une ou deux petites minutes pour en discuter si vous le souhaitez. Ok, ok, d'accord. Alors sur la question du nucléaire, on a très souvent, on a un discours de la technologie qui dit qu'il y a de nouvelles technologies qui vont arriver, que ça va tout révolutionner, avec trois technologies, bien évidemment la fusion, qui est le discours de technicisme par excellence, ce qu'on appelle les petits réacteurs nucléaires modulaires, les fameux SMR, et le troisième élément, c'est les nouveaux types de combustibles qui remplaceront l'uranium et qui permettront de plus être dépendants potentiellement de ces importations. Bon, la réalité, elle est quand même qu'aujourd'hui, tous les réacteurs nucléaires qui sont en construction sont des réacteurs avec la technologie actuelle, et qu'un réacteur nucléaire actuel, quand on le construit, ça a une durée de vie de 80 ans à minima. Donc, c'est-à-dire que la géopolitique du nucléaire, elle est clairement pas prête d'être changée par l'arrivée de nouvelles technologies. Pour revenir sur cette notion de technologie, on parle souvent de nouvelles technologies qui vont permettre à la fois de révolutionner le secteur énergétique et surtout de régler les problèmes climatiques et environnementaux. Je ne suis pas tout à fait fanat de cette approche. En fait, l'énorme enjeu, c'est surtout, de manière globale et notamment pour répondre aux enjeux climatiques, de baisser notre consommation globale, qu'elle soit énergétique, mais aussi d'achat de biens de consommation, parce que chaque action quasiment humaine aujourd'hui demande de l'énergie. Donc l'enjeu majeur, pour moi, c'est pas tellement de trouver des nouvelles technologies qui régleraient tel ou tel problème, mais bien de prendre conscience des enjeux climatiques et de l'urgence qui est liée à ça, et puis surtout de changer nos modes de vie en fait et nos modes de consommation de manière globale. J'ai pas d'exemple. Théva a parlé des small modular reactors et de la fusion. J'ai pas d'exemple de nouvelles technologies, de toutes les énergies dont on parle aujourd'hui. Les énergies renouvelables, ça fait maintenant des décennies qu'elles existent et qu'elles sont en train d'être développées de manière massive. Quant à la question de l'hydrogène, on en a énormément parlé, il y a des grands plans hydrogène, mais il ne faut pas oublier que l'hydrogène est une énergie secondaire et qu'il faut la créer avec de l'énergie. Quand on parle d'hydrogène, il y a plusieurs sortes. Il y a celui qu'on appelle gris, qui est créé à partir d'une molécule de carbone qu'on casse selon différents procédés techniques. Je ne suis pas ingénieur, donc je ne rentrerai pas là-dedans. Et en fait, donc c'est de l'hydrogène qui est produit à partir de charbon ou de gaz. Il y a également l'hydrogène vert ou bleu, dont on parle beaucoup également, qui est produit à partir d'électricité non carbonée et qui et qui demande, excusez-moi, énormément d'électricité pour créer un volume d'hydrogène. Donc voilà, on est également sur des demandes d'énergie qui explosent quand on parle de ce type de technologie. Merci. Et donc pour finir, comme dernier souhait là-dessus, peut-être un point pour moi, ce qui m'apparaît quand même assez déterminant au niveau géopolitique à terme pour l'énergie, c'est la question des réseaux. En fait, réseau parce que c'est vrai qu'on vit, alors on le voit beaucoup en Europe et c'est même d'ailleurs l'un des grands succès, on va dire, de l'union d'énergie qui existe depuis 2016, mais donc même de manière générale des différentes politiques énergétiques qui sont menées au niveau européen, qui passaient d'abord par ce qu'on appelle des mécanismes de solidarité. Alors ça a fonctionné notamment avec des énergies plutôt fossiles, donc par exemple avec des stockages stratégiques de gaz, mais également le fait d'avoir des interconnexions en fait entre les différents pays.
pays, donc des interconnexions sous forme de tuyaux. Alors, ça peut être aussi bien pour les hydrocarbures, mais également, aujourd'hui, on parle pour l'hydrogène, etc. Et puis également des interconnexions électriques. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, je trouve, modifie progressivement, en fait, les champs et notamment les rapports aussi entre les différents États, parce que c'est un véritable facteur de coopération entre différents pays. Je rappelle peut-être à ce stade-là, par rapport à l'Ukraine, c'était assez intéressant de voir que dès le début de l'agression de la Russie en Ukraine, en fait, le réseau d'électricité ukrainien, bien sûr, avait été impacté, mais en fait, du fait des négociations d'harmonisation des réseaux entre l'Union européenne et l'Ukraine, a rendu possible une synchronisation des réseaux en fait européens vers l'Ukraine. Donc concrètement, c'est comme si on avait réussi, si vous voulez, à soutenir le réseau électrique de l'Ukraine en période de conflit. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est important à souligner. Parce que pour le coup, ça a été vraiment quelque chose de très important, parce qu'encore une fois, s'il n'y a pas d'électricité, vous êtes dans un blackout et vous n'avez rien. Et ça, c'est extrêmement complexe du coup à gérer, et c'est le meilleur moment pour avoir une attaque notamment. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, je pense, est important. De l'autre côté, quand on regarde aussi, ça peut être dû à une vulnérabilité à cause de ces interconnexions réseau. On a entendu bien sûr parler de Nord Stream 2, notamment l'année dernière, ce gazoduc en fait qui reliait la Russie à l'Allemagne. Donc, il y a eu un sabotage, ce qui fait que ça ne fonctionnait plus. Alors, ça n'a pas eu d'impact en tant que tel parce que ça venait d'être mis en place, c'est-à-dire que le gaz ne transitait pas encore, mais voilà, vous faites ça avec de l'électricité, ça devient nettement plus compliqué parce que c'est un réseau qui doit être fonctionner à flux tendu et en équilibre constant, et que si à un moment vous avez un déséquilibre à cause de ça, vous pouvez créer un blackout, notamment dans toute une région. Donc ça, voilà, c'est à mon sens les réseaux, je pense que c'est quelque chose dont on va en entendre encore parler pour un bout de temps. Merci beaucoup, Annabelle. Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant au fil de ces échanges, c'est que vous avez tous les trois souligné l'importance de la sobriété en matière de sécurité énergétique et votre scepticisme aussi vis-à-vis d'innovations technologiques qui viendraient justement nous assurer soit une sécurité énergétique, soit même une sécurité climatique. Et sur ce point-là, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, même dans des productions scientifiques telles que celles du GIEC, la sobriété n'est pas du tout mentionnée dans les axes de gestion des risques climatiques. On est dans des scénarios qui sont très largement fondés sur de l'innovation technologique, que ce soit sur le plan énergétique ou sur la capture carbone. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant que vous mettiez en avant ce concept de sobriété. Oui, bon, après, c'est comme vous voulez, mais c'est simplement peut-être pour dire, ce n'est pas non plus de l'anti-techno, hein, ça c'est quand même important quand même à mentionner. C'est plutôt de bien rappeler que ce n'est pas la technologie qui va sauver et résoudre tous les problèmes. C'est vraiment en fait sur cette base-là. Et en fin de compte, même si le GIEC n'avait peut-être pas mentionné ça explicitement, c'est l'Académie des technologies notamment qui avait mentionné ça dans son rapport de cette année, en disant que justement la sobriété énergétique n'était pas incompatible en fait avec les technologies, mais c'est un complément, encore une fois, c'est cet équilibre entre l'offre qu'on peut proposer, l'offre technologique d'efficacité énergétique, etc. On fait des progrès pour consommer moins en faisant autant, et de l'autre côté, le deuxième levier qui est indispensable, c'est celui de la demande qu'on doit réduire. Très bien, merci beaucoup.